16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous, ça n'est pas la voix de Cyrielle Sarah Cohen, c'est celle de Nicolas Rafal au micro remplaçant de Cyrielle Sarah Cohen pour votre émission du 15h, 16h30, la 101e déjà de cette saison. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une grande auteure, une grande compositrice, une grande interprète qui a démarré au milieu des années 90 et qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'elle, de sa vie, de ses émois, de ses coups de cœur, de son dernier album, La vie moderne, sorti chez Polydor qu'on va présenter et qui sera sur scène pour un grand concert dans cette grande salle de la Cigale le 12 avril. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct live sur notre plateforme streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour la grande Sophie. Bonjour. bonjour. Tout est grand avec vous. Hein. Vous avez cité beaucoup de grands, ouais. Oui, mais c'est ça. Quand on vous accueille, tout devient grand. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de votre actualité. Ce dernier album, tiens, on le présente déjà puisque maintenant à la radio, vous le savez, il y a de la vidéo, tout est filmé. Il y a un 33 tours de La vie moderne chez Polydor. Il y a également. Alors c'est Barclay. Il y a eu un changement de label et c'est chez Barclay. Mais c'est dans la même maison. Chez Universal Music. Chez Universal, ok. Alors 12 nouvelles chansons, un grand concert, je le disais, prévu à la Cigale le 12 avril. Comment est-ce qu'on se sent, malgré l'habitude maintenant, certes, que vous avez, mais quel est l'état d'esprit 3 semaines avant d'aller faire entendre ces chansons en public? Trac, impatience, les deux à la fois? Oui, moi je suis une traqueuse déjà et il y a toujours un réel plaisir à mettre mes deux pieds sur scène. D'ailleurs, on est en tournée, je repars ce soir dans mon tourbus avec mon équipe et la tournée, bien que l'album ait eu un petit peu de retard, la tournée avait quand même démarré et moi, je sais pas, mais j'aime ces moments de très spontanés avec les gens. Les lieux sont très différents chaque soir. Moi, je dis toujours qu'un lieu a une odeur. Les gens aussi, le public ne réagit pas de la même manière selon les lieux où on va, parce qu'on va aussi dans des tout petits villages. On fait Paris, mais pas que. Là, est-ce qu'à la Cigale, vous êtes proche du public? Il y a des salles où on est plus ou moins proche, plus ou moins loin du public. Là, comment c'est à la Cigale? C'est très proche, ouais. Oui. J'aime voir le regard des gens. Ça vous plaît? Oui. Je sais qu'il y a des artistes qui aiment être éblouis par la lumière. Moi, au contraire, j'ai besoin de les voir. De voir les yeux. J'ai besoin même parfois, si c'est nécessaire, je descends. J'ai besoin de les toucher. J'ai besoin de les faire chanter, d'entendre leur voix. C'est important. Oui, tout ça. On va parler de ces chansons. On va parler de ce 12e album dont vous avez dit que la sortie avait été un petit peu retardée. Il devait sortir, je crois, l'année dernière. Il devait sortir en octobre. Et puis, ça a été les effets secondaires du Covid. Vous savez, tout le monde avait écrit un album, tout le monde voulait repartir sur les routes. Et moi, j'ai eu un changement de label en plus, donc on en a discuté et c'était préférable d'attendre un petit peu. Donc il est sorti le 13 janvier. Alors on va parler de ces chansons et de vous tout au long de cet après-midi. Vos chansons toujours sensibles et dans l'air du temps. Mais comme tout commence toujours par le début, on va parler de votre enfance et de la jolie Thionville, bien sûr. Once Upon a Time, la grande Sophie. Alors il était une fois une petite fille, pas encore grande, voilà, prénommée Sophie, nom de famille Uriot. Vous naissez à Thionville, en Moselle, mais vivez l'intégralité de votre jeunesse à Port-de-Bouc, près de Marseille, où vos parents se sont installés alors que vous n'aviez que 2 ans, papa technicien dans le groupe de sidérurgie Usinor. C'est vrai qu'il y a un bassin sidérurgique important à Port-de-Bouc, pour y être déjà allé. Une maman infirmière libérale, quelle image vous gardez de cette enfance et de la petite fille que vous étiez? Ce sont des souvenirs qui remontent de manière agréable à la surface? Oui, parfois je me dis que j'ai très peu quitté aussi l'enfance, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais être chanteuse. Et d'ailleurs, je n'ai surpris personne, puisque me voilà chanteuse, mais ça a fait partie de ma vie très tôt. J'ai commencé la guitare à 9 ans, et j'ai monté mon premier groupe avec mon frère à 13 ans. Et on s'entraînait dans notre garage, donc c'est beaucoup de souvenirs. Mes parents aimaient la musique et aimaient nous voir faire de la musique. Comment la musique entrait à la maison? Alors c'était quoi? C'était les émissions de télévision populaires? Quels étaient les chanteurs que vous entendiez à l'époque? Il y avait des albums, des vinyles. Ma mère aimait beaucoup Georges Moustaki. Mon père c'était plus les groupes et Anne Sylvestre aussi. Mon père c'était plus les groupes anglo-saxons, les Beach Boys, les Beatles.
Beatles, les Rolling Stones. Il y avait aussi beaucoup de François Béranger à la maison. Et mon père avait une batterie. Donc souvent il écoutait les disques et il prenait sa caisse claire et puis il s'amusait à jouer dessus. Puis mon frère après mon petit frère s'est emparé de la batterie. Bon, vous avez monté un orchestre avec votre petit frère, effectivement. Le nom de l'orchestre, ça devait venir plus tard dans l'interview, c'était Entrée interdite. Oui, c'est ça. C'est très accueillant, n'est-ce pas? C'est assez accueillant, effectivement. Votre premier déclic musical, je reviens un tout petit peu sur ce déclic musical avant que d'entrer aux premières fêtes de la musique, en 82. Premier déclic musical, vous découvrez à la télévision le film Peau d'âne de Jacques Demy, 1970. Catherine Deneuve, bien sûr, Delphine Seyrig, Jean Marais. L'histoire de cette princesse forcée d'épouser son père et qui fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. On écoute un extrait, Amour. Amour, c'est la première chanson de la comédie musicale. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine, comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. L'amour qui m'a rendu fou, qui nous rend fou, c'était la voix d'Anne Germain, oui. Voilà, qui chantait effectivement dans cette comédie musicale. Le rôle, bien sûr, interprété par Catherine Deneuve, et la musique merveilleuse de Michel Legrand. C'est Michel Legrand qui vous a donné envie de vous appeler la Grande Sophie ou pas du tout? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plus tard un groupe de filles, des punks, qui m'ont surnommée comme ça. Mais oui, je lisais beaucoup de contes quand j'étais enfant, et quand je suis tombée évidemment sur Peau d'âne à la télé, j'ai été émerveillée et je voulais moi aussi je voulais que ma vie soit une comédie musicale quelque part. Et comme mon père en plus était très militant, travaillait dans la sidérurgie comme vous l'avez dit, lui c'était plutôt ambiance manif, tout ça. Moi j'avais besoin de rêver. Le conte alors de Perrault ou d'autres pour conjurer un petit peu l'univers dans lequel travaillait votre père, c'est ça? Oui, l'ambiance à la maison était plutôt comme oui, c'est ça. Il construisait des banderoles, il allait à toutes les manifs, il organisait même les manifs. Il était syndicaliste aussi. Mon père, il est à la retraite là, mais il a beaucoup fait pour le syndicat. Et moi, c'était cette ambiance-là que je connaissais un petit peu par cœur. Moi, j'avais besoin d'autre chose en fait. Alors, vous fondez donc ce groupe avec votre frère, Entrée interdite, et vous commencez à côté des reprises des tubes de l'époque à écrire et à composer. Et donc en 1982, sous l'impulsion du ministre de la Culture, Jack Lang, sont créées les premières fêtes de la musique. Vous parvenez à convaincre la direction du collège de laisser Entrée interdite, votre groupe, faire le concert du soir. Est-ce que vous vous souvenez de votre énergie, de votre émotion lors de votre première entrée en scène, si je puis dire, de votre premier passage? Qu'est-ce que ça laisse comme souvenir, une première entrée en scène? En fait, je me souviens vraiment de tout, parce que moi, je n'ai jamais eu de musique à l'école. C'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et dès que j'ai eu cette opportunité, donc comme nous on s'entraînait, effectivement, je suis allée voir le proviseur. Il nous a dit OK, on s'est emparé de la classe. Les élèves attendaient avec impatience de nous voir jouer, et on devait jouer à l'époque. Je pense on savait jouer même pas 10 titres. Mmh. On les a fait tourner en boucle et tout le monde hurlait. Donc c'était le succès. C'était oui, et même les professeurs avaient demandé un rendez-vous avec nos parents pour leur dire surtout il faut que vos enfants continuent, et voilà, à chaque fois c'était des petites choses comme ça qui nous poussaient à continuer aussi. Alors vous allez continuer dans les disciplines artistiques. Vient un moment où vous êtes attiré par les beaux-arts. Voilà, vous vous inscrivez au cours des beaux-arts de Marseille. Dans la catégorie sculpture. Alors c'était un tronc commun pour un petit peu essayer plein de choses les 2 premières années. Moi je me dirigeais effectivement plus vers la sculpture, mais j'ai fait mon choix sur la musique, puisque c'était un petit peu pour rassurer mes parents, être dans un cadre scolaire. Mais j'ai appris beaucoup aux Beaux-Arts. J'ai appris justement à dévier un petit peu de cette culture très télévisuelle que j'avais, et j'ai connu des gens comme Cathy Berberian. On m'a fait connaître d'autres choses qui m'ont ouvert l'esprit. Et ces disciplines artistiques vont vous servir tout au long de votre vie et de votre carrière, puisqu'on va en parler tout à l'heure. C'est vous qui avez fait les photos, je crois, oui, de votre dernier disque, La vie moderne. On va en parler un petit peu plus tard. Donc vous arrêtez les Beaux-Arts pour vous consacrer, vous venez de le dire, uniquement à la musique. Qu'est-ce que la chanson a de plus qu'un autre art? Par exemple, prenons la sculpture ou une autre forme d'art. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle permet de raconter que les autres formes d'art ont en moins?
mais je trouve que c'est très direct. Quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait quelque chose qui pouvait m'agacer parfois, c'était le côté trop conceptuel, trop élitiste parfois. Et moi, j'ai besoin du contact direct. Dans les arts picturaux, on reste aussi assez seul. Alors que la musique, ça permet aussi de rencontrer d'autres musiciens, même si j'écris à la base seule, mais après on partage. Et ce partage-là, j'en avais besoin. J'aime le contact humain. J'aime bien écouter les gens aussi. Alors faites très attention parce que dans le studio, là, vous n'êtes pas seul. À côté de vous, il y a un psychanalyste qui est déjà prêt, Joseph Agostini, qui va venir un petit peu plus tard pour dresser votre portrait psychanalytique, et il vient de commettre un ouvrage, les chansons d'amour qui guérissent le monde, conjointement écrit avec Daniela Lombroso. Alors, faites attention à ce que vous dites. Quelle est la chanson qui, pour vous, vous a sauvé ? Je sais pas si une chanson m'a sauvée, mais ça dépend des moments en fait, parce que moi je sais que quand je suis chez moi, je mets toujours la radio et je fais tout un tas d'activités, mais une voix et une mélodie peuvent faire que je m'arrête, je m'assois et j'écoute et je veux savoir qui est cette personne qui a parlé ou qui a chanté. Ça, c'est assez récurrent chez moi et j'aime bien avoir ce genre de surprise, c'est-à-dire être surprise par un timbre, par un ton aussi, parce que le ton dans la voix est super important. Et voilà, j'ai été saisie parfois, alors elle n'est pas chanteuse, mais j'avais été saisie par une femme féministe qui n'est plus malheureusement, qui s'appelle Thérèse Claire, qui m'avait marquée dans son discours. Après, il y a des voix, effectivement, qui m'ont aussi beaucoup parlé, des voix féminines comme les Pretenders, Chrissy Hines, la voix de John Baez. Il y a plein de voix qui m'ont bercée, même Sarah Vaughan. Et j'en oublie Suzanne Vega. Ouais. J'ai l'impression d'oublier toutes les voix qui m'ont. Non, mais c'est déjà. Mais il y en a beaucoup. C'est déjà un joli répertoire que vous venez de nous montrer. Alors 1990, vous montez à Paris. Là, vous l'avez dit, c'est une fille punk qui vous donne le nom de la Grande Sophie. Un groupe de filles. Et pourquoi elle vous appelle comme ça ? Qui s'appelait les Maximum Couettes. En fait, je les ai rencontrées dans une association. Moi, je débarquais de mon sud, donc je cherchais à connaître des gens. Et puis j'ai rencontré cette association qui s'appelait les Loups comme Rebelles. Donc on se réunissait et puis on organisait des choses pour les dimanches parisiens. Et on jouait dans des squats. Parfois, c'était des hangars. Et elles m'ont dit, écoute, on va organiser une soirée, une journée, viens jouer. Et comme il y a plusieurs Sophie, écoute, on a marqué sur l'affiche, la Grande Sophie, t'es la plus grande. Et moi qui cherchais un pseudo, je leur ai dit, écoutez les filles, ça fait longtemps que je cherche quelque chose, je garde. Et il vous porte bonheur. Ouais. Alors on parle un petit peu de votre carrière, artiste prolixe, autrice, compositrice, interprétrice, ça ne se dit pas, mais ça peut peut-être être joli dans une chanson, je ne sais pas. Photographe également. Je préfère les E, moi j'aime pas trop les tristes. Oui, mais c'est au choix aujourd'hui, avec l'inclusion. 9e album, disais-je, donc après La Grande Sophie s'agrandit, 97, album qui fête ses 25 ans cette année. Après le Porte-Bonheur, 2001, Et si c'était moi, 2003, je vous le confirme, c'est bien vous. La suite, 2005, Des vagues et des ruisseaux, 2009. Après suivent La place du fantôme, Nos histoires, Cet instant, 2019. Eh bien, voici ce dernier opus. Tiens, je le remontre, effectivement, puisqu'il y a toujours la vidéo, toujours la caméra. Paru le 13 janvier 2023. 27 ans de carrière, déjà. L'âge des dames ne se demande pas, mais celui de leur carrière, on peut ou pas ? En fait, je ne cache pas mon âge. Je vais avoir bientôt, cet été, je vais avoir 54 ans. Et justement, c'est important de le dire parce que cet album aussi, c'est un album de position. Je me positionne. J'ai l'impression de faire un grand écart entre deux mondes. Celui où on a parlé de mon enfance, où j'utilisais des 4 pistes quand j'ai commencé à enregistrer. Et puis le présent, où je fais comme tout le monde, j'ai mon smartphone. D'ailleurs, cette photo c'est un selfie que j'ai trafiqué avec quelques applications. Je suis assez geek aussi. Ouais. Et je l'ai développé avec une technique... Racontez-nous, oui. Ça s'appelle le cyanotype. Ça date de 1742. C'est une des premières techniques photographiques. On utilise les UV du soleil. C'est une solution ferrique qu'on met sur un papier. Et ensuite, on met son négatif sur une feuille avec une vitre et on met au soleil et les impressions deviennent bleues. Et je trouvais ça très joli et surtout qu'à la base, on utilisait cette technique pour répertorier les plantes.
Et beaucoup de gens font encore du cyanotype en déposant des plantes. C'est très joli, oui. On peut dire avec cet album, 9e du nom, que vous revenez, contredire un tout petit peu ce que vous disiez. Certes, il est moderne, mais vous revenez quand même à une forme d'épure, je trouve, avec vous avez peut-être par rapport au précédent abandonné les claviers un peu électro, et puis là vous êtes concentré sur le retour de la guitare un peu acoustique, folk. C'est exact de dire ça? Je suis en perpétuelle à chaque fois recherche et renouvellement en fonction des albums, avec ce qui s'était passé avec la crise qu'on a traversée, le Covid, tout ça. Il y a une chanson d'ailleurs qui ouvre l'album qui s'appelle Ensemble. Je l'ai écrite le 16 mars 2020, jour du confinement. le jour où on nous a appris qu'on allait être confinés. Moi, j'ai pris ma guitare et j'ai voulu donner un espèce d'élan, on va s'en sortir, un espèce de réconfort. Et j'ai écrit très vite la chanson, je l'ai balancée sur mes réseaux, mais elle n'était pas terminée. On va écouter quelques extraits de ce nouvel album. Et pour arriver jusqu'à lui, permettez-moi juste de revenir à une chanson, voilà, qui nous a permis de vous connaître davantage. En 97, alors vous faites les Francopholies de La Rochelle, vous produisez donc votre premier album, La Grande Sophie s'autoproduit. 2001, accompagné de musiciens, vous enregistrez votre second, Le Porte-Bonheur, produit cette fois par une grande maison de disques. Album qui s'écoule à plus de 50 000 exemplaires, grâce notamment, on écoute un extrait, à Martin. Martin, est-ce que tu viens demain? J'aimerais bien savoir ce qui peut être possible entre nous. Martin, les lignes de ta main me laissent apercevoir des choses. Et nos rendez-vous, ta ligne de vie est très jolie. Ta ligne de cœur ne me fait pas peur. Et le destin est pour nous, Martin. Ne fais pas le malin. Et Martin qui a fait partie de votre destin, bien sûr. Je veux savoir, vous avez trouvé cet enregistrement où? C'est un live? Je crois que c'est un live, effectivement. Il vient d'où? Je suis curieuse. Eh ben sur les réseaux, sur Internet, tout simplement. Je vous le dirai tout à l'heure, mais nos auditeurs n'auront pas l'information puisqu'on n'aura pas le temps de le retrouver d'ici là. Mais c'était d'un live, effectivement. On va essayer de chercher pendant la pub. Alors 2004 ensuite, votre plus gros succès avec l'album Et si c'était moi, 130 000 ventes avec les titres Du courage et On savait. Vous faites l'Olympia pour la première fois. Alors racontez-nous juste le 28 boulevard des Capucines. Qu'est-ce que ça fait de voir déjà ces lettres rouges sur la façade et surtout d'être sur cette scène mythique? Ça fait frissonner déjà. Cette Olympia, pour revenir dessus, tout s'était hyper mal passé. C'était drôle parce qu'on était en tournée et vous savez, j'ai appris beaucoup. Quand on fait l'Olympia, c'était un petit peu comme si je faisais l'école des fans et que je voulais tout changer, mettre une jolie robe, prendre une plus jolie guitare. Erreur totale. Il ne faut rien changer à ses petites habitudes quand ça marche. Et donc, je suis arrivée avec une nouvelle guitare qui marchait pas. Les retours, je me souviens, je suis rentrée sur scène, mon retour m'a lâché et j'ai continué. Je suis sortie de scène en pleurant parce que je me suis dit, j'ai raté mon Olympia. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais il y avait une énergie de dingue. Ouais. Et alors que le off, c'était pas du tout ça. Mais voilà, je me retourne sur cette Olympia avec beaucoup de tendresse parce que j'en ai fait plein d'autres depuis. Mais celui-ci était, j'avais pris une grande leçon en fait en vous disant tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'avais fait en fait. 2007, vous chantez du Barbara qui a souvent fait l'Olympia. Lors d'une conférence chantée sur elle, vous reprendrez régulièrement Dis quand reviendras-tu dans vos concerts. On écoute un petit extrait de ce chef-d'œuvre réarrangé par vos soins. Voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras. Qu'est-ce que vous trouvez à Monique Cerf que vous ne trouvez pas aux autres, la grande Sophie? L'émotion, c'est ce que je cherche moi avant tout dans les chansons. Il se trouve que j'ai chanté Barbara, j'ai été encouragée vraiment. On est venu me chercher pour ça. C'est la journaliste Valérie Lehoux qui allait faire une conférence chantée aux Francopholies de La Rochelle. Elle avait pensé à moi pour interpréter Barbara. Au début, quand elle m'a fait part de cette idée, je lui ai dit non.
Et puis après, elle m'a dit, mais si, je vois que toi pour chanter Barbara. Donc j'ai dit, attends, je réfléchis. Et puis j'ai commencé à prendre ma guitare. Il fallait que je trouve ma place, en fait, dans les chansons de Barbara, parce que quand on fait une reprise, l'intérêt, c'est de s'approprier les chansons, de les faire vivre à son époque, et à mon époque, en tout cas. Et après, je lui ai dit oui. Et je savais que je serais attendue parce que les fans de Barbara sont très nombreux et ne loupent pas ce genre de choses. C'est un petit peu une épreuve que vous passez devant eux. Et ça s'était très très bien passé. J'avais voulu garder Dis quand reviendras-tu sur mon album, parce que j'avais chanté au moins 6 chansons de Barbara. Ouais. On va continuer juste après le journal de parler de vos chansons passées, mais également de vos chansons récentes avec ce nouvel album La Vie Moderne, paru le 13 janvier 2023. On écoute presque en intégralité un extrait de ce dernier album, La Vie Moderne, La Mer. Les cheveux dans le vent, les 2 pieds dans le sable, on regarde l'océan, on regarde les vagues, la mer. Rien n'est plus puissant quand le soleil dort sur la mer. On reste devant, les yeux grands ouverts. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on retrouve pour le rappel des titres Alexandra Sénigo. Alexandra, le rappel des titres. À la une de l'actualité en Israël, nouvelle tension entre Jérusalem et Washington. L'administration Biden a convoqué hier l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis suite à l'abrogation de la loi sur le désengagement de 2005 par le Parlement israélien. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré que le gouvernement n'a pas l'intention d'établir de nouvelles implantations dans le nord de la Samarie. À Jérusalem, des manifestants opposés à la réforme judiciaire ont encerclé la Knesset. Les portes du bâtiment ont été bloquées par la police alors que la commission parlementaire débat en ce moment du projet de loi sur les nominations judiciaires de la Cour suprême. L'actualité en France, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé à 13h sur TF1 et France 2 face à une opinion très divisée sur la réforme des retraites. Il a assumé cette réforme mais a condamné les violences dans les manifestations ces derniers jours. Il a également réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. La guerre en Ukraine, Washington accuse Pékin de répercuter la propagande russe à la suite de la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir invité la Chine à dialoguer et attendre une réponse à son invitation. Merci Alexandra, on vous retrouve pour le journal à 16h. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. À tout de suite avec la grande Sophie. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.
Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. LR est dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui, ils ne savent plus où ils habitent. Dans les Gilets jaunes, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une surdité pendant très longtemps jusqu'à ce que ça craque et qu'il offre à peu près tout ce qu'il avait sous la main pour les calmer. Il a dit à la Première ministre, va te cramer au Parlement et tu leur annonces la bonne nouvelle. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. Le FSJU a un message pour vous. Pessah, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessah, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessah, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessah.fsju.org, pessah.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessah. Chag Sameach. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et oui, on est bien de retour, effectivement, dans l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. Nicolas Rafal au micro, remplaçant de Cyrielle aujourd'hui. Et toujours avec la grande Sophie, avec qui c'est un plaisir de discuter, notamment de son dernier album, le 9e du nom, dont elle a dessiné à la fois les chansons et la pochette, voilà, qu'elle a prise, dont elle a extrait une photographie, puisqu'elle est photographe également. Ça, c'est le 33 tours. Voici le CD, 12 nouvelles chansons, effectivement avec un emprunt, un retour, avec des guitares folk, ai-je trouvé, mais également des petits airs funky pour vendredi. Est-ce qu'on peut peut-être écouter non, on va d'abord écouter un petit bout de la vie moderne. La vie moderne, quand même, qui est le titre éponyme voilà, de cet album. La vie moderne. Alors là vous n'êtes pas gentil avec l'époque d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Ben oui, parce je la regarde. Vous la regardez. Je la regarde. Ouais. Et vous regardez surtout les gens marcher dans les rues avec les portables dans les mains. Et je les compte. En termes parfois, oui, c'est un jeu. Vous les comptez. Oui, je les compte. C'est-à-dire vous regardez les postures des gens et vous comptez les mauvaises postures. Bah oui, parce que j'ai l'impression que notre corps va se transformer dans ce sens-là, moi aussi j'ai le mien. Regardez, il est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis geek, mais parfois ça m'attriste parce qu'on se regarde plus. Et je sais que j'aime bien, encore une fois, la scène. Ça me permet de voir les gens, de communiquer avec eux. Donc ces regards qu'on perd, il faudrait qu'on fasse des pauses en fait avec tous ces outils. Ouais, mais ces outils sont précieux, ce sont des nouveaux outils, mais il faudrait qu'on arrive à s'en servir plus posément. Alors on va à nouveau parler, puisqu'il nous reste un peu de temps pour aborder tous les hauts faits de votre parcours. En janvier 2010, vous recevez le Grand Prix de l'Académie Charles Cros dans la catégorie chanson pour Des vagues et des ruisseaux. La victoire de la musique 2005, victoire de la révélation scène avec l'album Et si c'était moi. Je vous confirme, c'est toujours bien vous. Je l'avais fait tout à l'heure, elle avait marché, alors pourquoi s'en priver? Et la victoire de l'album de chansons variétés pour La Place du Fantôme, ainsi que 4 disques d'or à votre actif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus avec cet album? Quel est votre sentiment sur la production discographique de notre époque? Ça a un peu changé quand même. Moi, je suis très curieuse. Là, il y a pas très longtemps, j'ai fait partie d'un jury, le jury Cécile Paulet, avec la salle Géo Barbara, et on devait choisir une jeune fille. Il y avait 48 jeunes femmes auteurs, compositrices de moins de 24 ans, et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ces jeunes femmes, voir comment elles abordaient la musique, leurs textes, comment elles travaillaient avec tous ces nouveaux outils. Et donc la gagnante s'appelle Isée. On va découvrir Isée un peu plus tard dans la chronique émotion. Ce sont vos goûts personnels. Oui, on va en parler. Je trouve qu'elle est très douée, et j'ai eu envie de l'inviter
en première partie à la Cigale. J'invite d'ailleurs pas mal de jeunes femmes à faire mes premières parties parce que je suis sensible à tout ça, à cette écriture qui ne cesse de progresser. Et puis on est de plus en plus de femmes aussi à écrire. À mon époque, il y en avait moins. À l'époque d'avant, encore moins. Donc ça passe par la scène aujourd'hui, puisque le rapport au disque, à l'objet, à l'outil a un peu c'est modifié un peu. Est-ce que ça passe par le théâtre vivant, par le spectacle vivant, par la scène obligatoirement pour se faire connaître? Comment est-ce qu'on fait quand on est un jeune artiste, quand vous Alors discutez avec les jeunes artistes utilisent et sont nés pour la plupart avec les réseaux. Après, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il y a toujours des petits lieux où on peut jouer. Et moi, j'ai commencé aussi comme ça. Ça, je crois que ça existe toujours, même si ce sont plus forcément les mêmes. Mais oui, les réseaux sont très utiles aussi pour tous les jeunes qui arrivent pour développer leur univers. Il y a qui comme autre artiste que vous regardez, que vous suivez, que vous soutenez aujourd'hui? Dans la petite chronique émotion là qui va venir dans pas très longtemps, il y a deux autres artistes. Il y a Mademoiselle K. Alors Mademoiselle K, elle a été révélée, elle est très connue. Ouais. Il y a Louise Thiolon qui joue avec moi d'ailleurs et qui a son projet personnel. Vous voyez, hier j'ai écouté la radio et je suis tombée sur Zao de Sagazan que je suivais déjà, que je trouve très douée aussi. Il y en a plein. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Émilie Marche qui joue super bien de la guitare et qui compose très bien aussi. Voilà, il y en a NK, il y a beaucoup de... Il y en a plein. Ouais. Oui. Comment est-ce que, emmenez-nous un petit peu dans l'atelier de fabrique de la Grande Sophie, trouver des chansons, comment est-ce que ça vient? J'avais entendu un jour un grand parolier de la chanson française, Claude Lemel, dire que l'inspiration n'existait pas. Je suis assez d'accord avec ça. Ça ne tombe pas comme ça. Je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez d'abord les paroles, la musique? Il y a le travail c'est une régularité. Souvent, c'est un peu comme un sportif. Tous les jours, pour moi. Par période. Et ça peut être l'imaginaire avec sa voix. On imagine une mélodie, on fredonne quelque chose et puis il y a quelques mots qui viennent se placer. Moi, j'enregistre tout avec mon smartphone. Je garde ces petits bouts. Puis de temps en temps, il y a une mélodie qui revient et je me dis, tiens, si ça me revient, c'est pas pour rien. Alors je vais choisir un angle parce que c'est très important d'avoir un angle sinon on pourrait écrire une chanson comme on parle comme ça, mais bon, je trouve que c'est bien d'avoir un petit parti pris, quelque chose qui va être différent de quelque chose de poétique, quelque chose de... Et comment est-ce qu'on fait pour se reposer un petit peu, d'avoir toujours à guetter avec son attention les mots, les idées comme elles viendraient? Est-ce que des fois on se dit, on coupe un peu, on lâche, ça doit être fatigant à force. En fait, moi c'est un jeu. C'est un jeu, je m'amuse beaucoup à ça, comme quand j'étais gamine, je m'amusais, j'écoutais beaucoup les enfants qui chantaient, j'étais très fan de Nika Costa. Alors c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à parler anglais et puis après je changeais les paroles aussi et je m'amusais à harmoniser sa voix. Donc vous voyez, à chaque fois tout était dans le plaisir et dans le jeu. J'ai appris comme ça m'en rend compte. Alors on écoutera tout à l'heure un extrait à nouveau, 2 autres extraits même. On aura le temps de votre nouvel album. En attendant la Grande Sophie, eh bien on va un peu questionner vos goûts artistiques, vos goûts théâtraux, vos goûts musicaux, avec une balade au cœur de ce que vous aimez. On commence tout de suite avec la chronique théâtre de Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Au théâtre. Christophe Barbier nous emmène aujourd'hui au théâtre. Christophe, c'est à vous. Iriez-vous voir un spectacle dont le titre est « L'autruche peut mourir d'une crise cardiaque en entendant le bruit d'une tondeuse à gazon qui se met en marche » ou bien ce spectacle-ci, avec pour titre « La peste, c'est Camus, mais la grippe, est-ce Pagnol ?» L'avez-vous d'ailleurs, Cyrielle, ce titre, La grippe espagnole, celle de 1918, et l'allusion à Marcel Pagnol. Eh bien, si vous n'êtes pas attiré par ces titres, vous êtes en train de passer à côté de 2 spectacles majeurs des Chiens de Navarre. Un étrange collectif d'artistes qui a maintenant une quinzaine d'années. Il a été créé par Jean-Christophe Meurice, un Breton qui s'est révélé comédien assez tard. Il avait une vingtaine d'années, mais très vite, il a embrassé la fonction de chef de troupe et de metteur en scène en appliquant
Une technique très simple, héritier finalement de ceux qui menaient déjà les commedia dell'arte en Italie il y a plusieurs siècles. Cette méthode, le metteur en scène donne un canevas et les comédiens se lancent, tout simplement. C'est l'écriture plateau, on va retenir les meilleurs moments, les gags les plus efficaces, les moments collectifs les plus envolés. Une raclette, ça sera le titre de leur premier spectacle. Aujourd'hui, et c'est ce spectacle qui a tapé dans l'œil de votre invité, les chiens de Navarre se promènent à travers la France avec La vie est une fête. Ce dernier opus est particulièrement éloquent sur notre époque. Il commence dans le tohu-bohu d'un débat chaotique à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose de récent ? Au milieu des spectateurs, de faux députés invectivent de faux ministres qui, eux, sont sur le plateau. Des tracts sont jetés sur le public où on leur revendique à tort et à travers le vote à 16 ans, le revenu universel, la légalisation des drogues douces, etc. On passe ensuite dans un tout autre univers, les urgences psychiatriques d'un hôpital. Un hôpital bien sûr débordé. Cela ne vous rappelle-t-il pas aussi quelque chose de récent ? Un parlement à bout de souffle et un système de santé à bout de nerfs. Finalement, les chiens de Navarre nous tendent un miroir éloquent et hilarant sur ce que nous sommes, nous, Français du XXIe siècle. Merci Christophe Barbier pour cette excellente chronique théâtrale comme d'habitude. Et on enchaîne sur la chronique émotion. L'émotion de Nicolas Rafal. Radio J. Alors dans cette chronique où on se balade, ma chère grande Sophie, au milieu des goûts de l'invité, de vous, eh bien je vous propose de démarrer en musique. On en a parlé tout à l'heure. Quoi de plus normal pour une chanteuse ? Je propose donc à nos auditeurs, peut-être pour la première fois, eh bien grâce à vous, de découvrir une première artiste que vous aimez bien et qui fera votre première partie à la Cigale, Isée. Baignée dans la culture anglophone dès l'enfance, Isée compose et sort un premier EP scénario en anglais sous le pseudo d'Isée Sauvage. Elle fait la première partie de Yael Naïm, de Jeanne Haddad, de Dick Annegarn, de Christophe Maé, de Tété, de Noah et donc de vous, la grande Sophie. Un premier single, Les Acacias, sorti en 2022, et là on entend en arrière-fond un extrait de Demain n'existe plus, votre chanson d'Isée du moment, c'est bien cela ? Oui, c'est son dernier single, et je suis très attentive à ce qu'elle fait, puisque comme vous l'avez dit, elle a commencé à chanter en anglais et c'est assez risqué de se lancer dans l'écriture en français. Elle est toute jeune et je trouve que c'est très réussi dès le début. Quel âge a-t-elle ? Je crois qu'elle a moins de 24 ans puisqu'elle faisait partie des artistes. Elle doit avoir 23, quelque chose comme ça. Alors, deuxième artiste qui fait aussi régulièrement vos premières parties, Louise Thiolon, vous en parliez tout à l'heure, l'album N'obéir qu'à la terre, sorti en 2019, et on écoute un extrait de L'amour ailleurs, chanson que vous aimez particulièrement. Au soleil, avant que le paysage de nos visages sans sommeil, on a déjà prévu l'amour ailleurs. Après toi, je redeviendrai. Alors très difficile, chers auditeurs et la grande Sophie, de trouver des informations sur Louise Thiolon. Vous allez être obligés de nous en parler un peu. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? C'est une musicienne multi-instrumentiste puisqu'elle joue du piano, mais elle fait aussi de la basse. Elle joue avec moi sur ma tournée et j'ai rencontré Louise il y a quelques années et c'est vraiment elle a une pureté. Aussi bien dans son âme que dans sa voix, je crois que ça s'entend. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Et elle a son univers à elle. Elle dessine aussi beaucoup de petits oiseaux. J'aime bien les gens qui ont ce côté-là. C'est pas évident de trouver les gens très purs. Avec une beauté. De quels instruments joue-t-elle alors ? De la basse. Elle joue aussi d'un instrument, je ne saurais plus dire le nom, une petite guitare sud-américaine. Mais elle est, elle chapeaute quand elle fait un album, elle joue de tous les instruments. Ah, c'est un peu comme Stevie Wonder, si je comprends bien. Alors une troisième artiste musicale dont vous nous dites qu'il faut absolument la voir en concert, c'est Mademoiselle K. Ah oui. On écoute un bout de Chloroforme. Sur cette idée de mort, de tombe qui attend mon corps. Est-ce qu'il
Il faut que je m'endorme sur cette idée marne d'être un flacon de chloroforme. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que mon envie va s'échouer dans un taudis? Je crois que Chloroforme. Cette chanson me bouleverse. On s'était croisés avec Mademoiselle K et quand elle a sorti cette chanson, tout de suite je lui ai écrit sur les réseaux et je lui ai dit je suis obligée de te dire que cette chanson elle me bouleverse vraiment beaucoup. Et après, par la suite, je lui ai dit viens, tu veux pas venir chanter avec moi? Je faisais 3 soirs au théâtre de l'Atelier. Et elle m'a dit écoute, je fais jamais ça, mais là j'ai envie de venir. Et on avait chanté toutes les deux Don't Get Me Wrong. Mais c'est quelqu'un une très bonne guitariste, très bon auteur-compositeur aussi, très impressionnante, très grande aussi. De taille, elle est très très grande. Et ouais, j'aime beaucoup cette artiste. N'est-ce pas l'emploi juste d'un mot, en l'occurrence un mot très fort, chloroforme, qui vous a procuré cette sensation, cette émotion? Je crois que c'est les premiers mots qu'elle dit dans la chanson. Ça m'a saisi en fait. Alors, elle s'appelle Catherine Giérac, elle est née en 80 à Levallois-Perret. Depuis 2006, elle a sorti 7 albums. Elle a été invitée par Higelin à Taratata pour interpréter Bonnie and Clyde. Elle est nommée pour les Victoires de la musique, pour l'album Pop Rock de l'année. En 2011, elle reprend son titre Me taire, te plaire en duo avec Zazie. Et puis alors, elle a eu des problèmes avec sa maison de disques qu'elle a fini par quitter et puis pour fonder sa propre maison de production en 2015, Cravache. Et elle a financé via un financement participatif sur Ulule son 6e album en atteignant son objectif de financement. Et il a un super son, son album. Ah, il a un super son, effectivement. C'est. Je l'avais vu en concert, effectivement, Mademoiselle K. Je crois que c'était au Café de la Danse et elle m'avait saisi également assez fort. Merci pour ces choix musicaux et on continue avec vos choix littéraires à présent, Sophie. On passe à la lecture on démarre avec L'âge de discrétion. Simone de Beauvoir, 1967. Je la cite, « J'ai découvert la douceur d'avoir derrière moi un long passé, je n'ai pas le temps de me le raconter, mais souvent à l'improviste, je l'aperçois en transparence au fond du moment présent. Autrefois, je me berçais de projets, de promesses. Maintenant, l'ombre des jours défunts veloute mes émotions, mes plaisirs. » C'est quand même pas mal, ça. Velouter ses émotions et ses plaisirs. Elle aurait écrit, j'imagine, de très belles chansons, Simone de Beauvoir. Alors, dans ce petit opuscule, livre assez court de Simone de Beauvoir, mais à la profondeur réelle, la grande écrivaine raconte l'effet du passage des années, la force de l'âge, cet âge discret auquel elle s'attache et le sentiment, bien sûr, d'être encore et toujours utile à un âge avancé. Il s'agit d'un texte sur la vieillesse et le temps qui passe, mais aussi sur l'écriture, la politique, l'importance du débat, les relations familiales et sociales. Cela évoque cet âge de la vie dont on entend parler beaucoup en ce moment à l'occasion des retraites, ce moment où l'on peut penser que c'est le début de la fin, mais pas la narratrice qui nous raconte le début de quelque chose d'autre. Vous avez adoré ce texte de Simone de Beauvoir. Oui, parce que c'est un petit peu ce que la société a tendance à rejeter. Je trouve qu'il y a énormément à faire et à progresser, c'est qu'on a tendance, dès que les gens prennent de l'âge, à vouloir les mettre de côté, à vouloir les diriger vers la sortie. Et moi, j'aime entendre ces paroles-là, puisqu'on va tous au même endroit. Et il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure en discutant, il faut savoir accepter les choses. Et elle découvre justement, dans ce livre, comme vous l'avez dit, elle voit son mari vieillir, il y a des petits éléments qui arrivent. Lui, il refuse la vieillesse. Elle se rend compte des choses, mais au lieu de faire peur, ce livre, je trouve qu'il a quelque chose de rassurant parce que c'est important de parler des choses, de mettre des mots dessus. C'est la vision de cette narratrice qui n'est pas complètement elle, qui est très Simone de Beauvoir, mais pas complètement, et qui est très optimiste, contrairement à son mari, qui trouve que l'âge avancé et l'âge avançant, eh bien, ça peut constituer un avantage également. Là, en tout cas, moi, ce qui m'a intéressée, c'est sa parole de femme qui pose un regard, qui observe et qui se rend compte, qui n'est pas dans le déni. Alors, c'est au choix. Deuxième choix littéraire, c'est au choix. Manque de temps. Alors, vous choisissez entre Fab Caro et Delphine de Vigan.
Je sais le choix, Cornélia. Delphine, c'est mon amie. C'est vrai qu'à chaque fois, elle me surprend toujours dans son écriture parce qu'elle arrive à nous amener ailleurs avec ce côté. Elle reste pas dans le. Elle a quelque chose de très humain, Delphine. Elle peut nous emmener dans un policier, mais aussi dans sa vie, mais aussi, elle arrive toujours à varier les plaisirs. Donc c'est le choix a été fait, c'est Delphine. Mais Fab Caro aussi, je l'aime bien. Parce que Fab Caro, alors, Delphine est très drôle, en revanche, dans la vie. Oui. Fab Caro est très drôle dans sa dans ses BD. La vie, non, Fab Caro. Alors, je l'ai rencontré une fois. Moi aussi. J'avais l'impression d'être sa sœur. C'est comme si on se comprenait, j'aurais pu finir ses phrases et peut-être qu'il aurait pu finir les miennes. Et moi, quand je lis du Fab Caro, je suis obligée, parfois j'ai réveillé mon mari pour lui lire des tirades de BD parce que ça me faisait tellement rire qu'il fallait que je partage cette joie. Donc Fab Caro, il a ce pouvoir-là. On a envie de partager son fou rire. Et l'absurdité aussi. Vous avez très très bien parlé à la fois de Delphine de Vigan et de Fab Caro. On a un petit dernier extrait cinéma. Allez, on vous ramène du côté de Podane, mais très rapidement avec cette recette pour un cake d'amour de Podane dont on écoute quelques extraits pour vous faire plaisir. Et de ce demi-monde surnaturel, fantastique et enfantin créé par Jacques Demy. Que vous connaissez manifestement par cœur. Oui. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, quand j'étais petite, je savais pas ce que c'était une jatte. Et après, j'ai découvert bien plus tard. Podane, 1970, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'était Brigitte Bardot qui était pressentie pour le rôle avant Catherine Deneuve. On le savait, on le sait pas souvent ça, mais et ils ont eu, mais on n'a pas le temps de le raconter, des problèmes d'argent sur ce film. Oh là 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 là, ça a été. C'est toujours le nerf de la guerre, ça n'a pas changé. Cataclysmique. Mais il paraît que Jacques Demy, il était d'une tranquillité, serein au milieu des ennuis. Voilà, pour pas dire autre chose. Merci la grande Sophie, d'avoir écouté cette chronique émotion et puis d'avoir amplement participé. On passe, et bien sans plus tarder, on va manger un petit peu avec Mickaël Koskas qui est venu vous croquer, la grande Sophie. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J, le coup de fourchette. Non mais dis donc, franchement Mickaël, venu croquer la grande Sophie. Bonjour Qu'est-ce que c'est Nicolas. que cette façon? Bonjour la grande Sophie. Alors moi je vais rester sur votre nom d'artiste que je trouve hyper original vraiment, parce qu'à ce que je vois la taille a été un dévoilement artistique pour vous, parce que le nom de votre premier album, si je me trompe pas, c'est La Grande Sophie s'agrandit. Ouais, c'est ça. Alors on adore, hein. J'ai lu que vous avez aussi découvert la musique en regardant, on vient d'en parler tout de suite, votre film préféré qui est Podane. Et c'est marrant parce que c'était le film aussi préféré de ma mère jusqu'à ce qu'elle change et qu'elle passe à La Vérité si je mens, qui est un autre délire. Vraiment, c'est pas la même chose. À 13 ans, vous avez créé un groupe avec votre frère et votre voisin qui s'appelle Entrée Interdite. J'imagine que tout le monde vous appelait la petite Sophie, d'où votre nom d'artiste actuel qui a évolué. Moi, je suis ici pour vous croquer et parler de votre plat préféré. Alors honnêtement, ça m'a donné faim. Je suis très gourmande. Ouais, j'ai lu ça dans le dossier. Ça m'a donné faim. Mais ça m'a donné aussi très mal au ventre parce que je vois que vous aimez vraiment les trucs un peu exotiques, un peu j'aime bien. spécial. Ouais. Moi personnellement pas trop parce que j'assume pas. Non, parce que j'assume pas après. J'ai vu que vous aimez le pois chiche curry au lait de coco. Ah oui, parce que en fait, comme je suis sur les réseaux, je suis tombée sur The Chef Tommy. Ouais. Et en fait, sur Instagram, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et il a la capacité de faire des trucs en 2 minutes. Et je trouve ça génial. Et j'adore quand tu fais. Et c'est vraiment bon. et moi, derrière, je fais les recettes et tout ça. J'ai testé, et ça marche bien. C'est super. C'est les pois chiches curry, c'est des pois chiches cuits dans une sauce au curry à base de lait de coco et d'épices. Je suis sûr que vous allez en manger en sortant d'ici. Ça se fait hyper rapidement, mais j'en fais 4 fois par semaine. Ça se fait rapidement en plus. Ensuite, pour la deuxième entrée, vous me dites si je prononce bien. Moi, je suis nul en prononciation. Vraiment, c'est la soupe faux vietnamienne, c'est ça? Oui, la soupe faux. La vraie prononciation, c'est feu, je crois. L'accent vietnamien est très compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai essayé, je me suis entraîné devant la glace, mais ça n'a pas marché. Composé d'un bouillon de viande parfumée aux épices et aux herbes, accompagné de nouilles, de riz, de viande et de légumes frais. Alors je sais que vous êtes une gourmande car vous avez appelé un de vos titres emblématiques qui s'appelle Sucrer les fraises. Oui, c'est vrai aussi. Il y a tout de suite un rapport à la nourriture. D'ailleurs, j'ai appelé mon cousin qui habite à Marseille pour lui demander s'il connaissait la Grande Sophie, vu que je sais que vous êtes originaire de Marseille. Oui. Il m'a regardé au téléphone, enfin, on était en FaceTime en fait. Il m'a regardé, il m'a dit: "Oh Mino, tu crois qu'on ne connaît pas la Grande Sophie, mais tout Marseille connaît la Grande Sophie." Il adore me parler comme ça, il m'insulte en marseillais. Il me dit: "Attends, je connais tous les titres, Hanoï, sucrer les fraises, il connaît tout." Et en plus de ça, ce que j'aime dans le sud d'ailleurs,
Je sais que vous êtes originaire de Marseille, vous avez fait les Beaux-Arts à Marseille. Les Beaux-Arts à Lumini, ouais. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est enfin, vous inquiétez pas, on va couper. Vous êtes pour Marseille ou Paris? Ah ouais. Ça, c'est le débat. Attends, non, obligé Marseille. Non, là, je suis pas solidaire avec vous, je suis désolé. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir affaire à une artiste qui a plus d'années professionnelles que j'ai fait d'années d'école ou même que j'ai d'années de vie. Parce que moi, je suis né en 1997, comme vous avez dit tout à l'heure, elle était jeune, l'artiste. Je suis né en 98. Non, je suis né en 98, donc un an avant. Ça veut dire que si j'étais né un an avant, j'aurais pu écouter vos sons en dormant, en bébé, comme ça, dans le berceau. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que moi aussi je fais de la musique et j'ai sorti un premier titre il y a 2 jours et j'ai vu votre discographie, elle est j'ai pas eu le temps de tout lire tellement il y avait des disques. Vous avez fait 4 disques d'or comme il a dit Nicolas, vous avez fait énormément de choses et honnêtement, moi ce qui m'a choqué le plus c'est que vous avez créé carrément un genre musical. C'est on reste dans la catégorie. Faut que je reprononce parce que c'est un peu spécial aussi le nom. Alors, le nom c'est La Kitchen Music. Vous voyez, on retombe dans les bons petits plats. C'est ça en fait, toujours à base de nourriture. Et moi, s'il y a un plat qui devait vous définir, pour moi, c'est les spaghettis. Parce que vous pouvez les enrouler autour de votre fourchette, comme vous nous avez enroulé avec vos chansons autour de nos cœurs. Merci pour ça, la grande Sophie. C'est un final, c'est exceptionnel. J'ai bien aimé le minot du cousin. C'est vraiment comme ça qu'il me parle. Est-ce qu'il fait petit avec le pied comme ça? Il m'appelle, il me dit petit, tu crois qu'on connaît pas la grande Sophie? Comme ça, il adore. Merci Mickaël Koskas. Alors, vous avez sorti un son sur toutes les plateformes qui s'appelle Dévoiler. Dévoiler, c'est ça, parce que j'avais besoin de dévoiler des choses et je me suis lancé dans la musique à côté du stand-up, ce que je fais. Et comme vous avez dit tout à l'heure, l'artiste elle est jeune, elle a 24 ans. Moi je me suis lancé, j'avais 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 24. Et on continue, on lâche pas et on espère que ça va durer sur la longueur. On lâche rien. C'est un air à la mode en ce moment, on lâche rien. On vous retrouve Mickaël sur Instagram et TikTok, Mickaël Koskas Off. À retrouver Mickaël tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Merci Mickaël. Merci à vous. Merci. Et quant à nous, la grande Sophie, on va écouter un petit extrait de Funky Music vendredi. Ça vous va? C'est le jour préféré de la semaine ou pas? Je crois que c'est le jour que tout le monde attend pour passer un bon week-end. Là, on est mercredi, on écoute vendredi. Ça tombe bien. Les jours se suivent mais rien ne te ressemble. On récidive, on me laisse si bien ensemble. Dis-moi, on se voit quand? La réciprocité n'est pas facile. Quand on l'a capturé, ça a du style. Dis-moi, tu reviens quand? Je t'attendrai vendredi. Nous verrons vendredi. On fera les fous. On verra ça vendredi. Tu me diras vendredi. Le reste on s'en fout. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Grand jeu Radio J. Jusqu'au 2 avril, envoyez par SMS Radio J au 74 400 et tentez de gagner l'un des 30 bons d'achat de 50 € Spartou.com. Spartou, c'est plus de 10 000 marques, chaussures, vêtements et sacs. Envoyez vite Radio J au 74 400. 75 centimes d'euros par SMS. Radio J. Radio J. Il est 16h, vous êtes bien sur Radio J, vous êtes même très bien tout de suite. Le journal de l'info présenté par Alexandra Sénigou. Rebonjour
Rebonjour Alexandra. Rebonjour Nicolas, à la une de l'actualité en Israël, des manifestants opposés à la réforme judiciaire ont encerclé la Knesset à Jérusalem. Les portes du bâtiment ont été bloquées par la police alors que la commission parlementaire débat en ce moment du projet de loi sur les nominations judiciaires de la Cour suprême. Hier, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a averti la Cour suprême contre toute tentative d'annulation de la réforme judiciaire si elle était finalement adoptée. Le chef de l'opposition Yair Lapid s'inquiète pour la démocratie. Nous ne devrions pas écouter un gouvernement qui n'obéit pas à la volonté de la Cour suprême. Je ne vois pas de situation où les autorités n'obéiront pas aux instructions de la Cour suprême et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se diront qu'ils ne sont pas prêts à servir un État comme celui-là. Le chef de l'opposition, Yair Lapid. Nouvelle tension entre Jérusalem et Washington. L'administration Biden a convoqué hier l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog. Une demande qui fait suite à l'abrogation de la loi sur le désengagement de 2005 par le Parlement israélien. Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé que le gouvernement n'a pas l'intention d'établir de nouvelles implantations dans le nord de la Samarie. Au chapitre sécuritaire, les troupes de Tsahal ont abattu un Palestinien recherché à Naplouse. Il a été abattu alors qu'il tentait de fuir pendant son arrestation. Ce matin, le Dôme de Fer a par ailleurs abattu un drone du Hamas à la frontière avec la bande de Gaza. Aucun Israélien n'a été blessé. Et puis, autre actualité sécuritaire du jour, de nouvelles frappes aériennes imputées par Damas à Israël ont visé la Syrie. L'aéroport d'Alep a dû être fermé après la frappe, mais aucune victime n'a été signalée. L'actualité en France, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé à 13h sur TF1 et France 2 face à une opinion très divisée sur la réforme des retraites. Le président a assumé la réforme mais a dit regretter qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis sur le texte. Il a accusé certains de vouloir, je cite, s'abstraire du principe de réalité en évoquant la question du déficit. Il a également réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Une prise de parole très critiquée par la gauche qui estime que le chef de l'État est dans le déni, le député PS Arthur Delaporte. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un président qui était totalement hors sol, dans une réalité parallèle, dans le déni total, et même dans le mépris et l'arrogance, parce que ce qu'on voit dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a décidément rien compris, mais rien de rien à ce qui se passe en ce moment dans le pays. Il y a un défi total à l'égard de la politique du président de la République, et en particulier à l'égard de la manière dont il gère le pays, et ce qu'il propose aux Françaises et aux Français, en particulier la réforme des retraites. Et le président, que dit-il ? Vous n'avez rien compris à ce que je fais, je n'ai pas bien réussi à vous expliquer, puis finalement vous êtes bête, vous êtes le confinement vous a abruti, je suis plus intelligent que tout le monde et j'ai raison envers et contre tout. Et ça, c'est absolument sidérant de voir ce décalage total entre le président et le pays. Le député socialiste Arthur Delaporte au micro de France Info. Une interview qui intervient à la veille d'une 9e journée de mobilisation de grande ampleur demain. Et dans les transports, il faut s'attendre à d'importantes perturbations. À la RATP, on comptera 80% des bus en circulation et 90% des tramways en moyenne. Un RER sur 2 circulera sur les lignes A et B. Toutes les lignes du métro parisien seront par ailleurs très perturbées. Seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront normalement. Un mot d'antisémitisme avec une étude inquiétante de l'Ipsos pour le CRIF. Elle alerte sur une hausse des préjugés anti-juifs chez les jeunes. Une étude qui révèle que 16% des jeunes de moins de 35 ans estiment que le départ de certains juifs pour Israël est une bonne chose pour la France. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Washington accuse Pékin de répercuter la propagande russe à la suite de la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. On ne peut pas raisonnablement considérer que la Chine soit impartiale en ce qui concerne l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir invité la Chine à dialoguer et dit attendre une réponse à son invitation. Merci Alexandra, c'est Nigou pour ce journal de l'info. Quant à nous, on se retrouve en compagnie de la grande Sophie dans quelques courts instants, juste après une petite page de pub. À tout de suite. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. LR est dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui, ils ne savent plus où ils habitent. Dans les Gilets jaunes, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une surdité pendant très longtemps jusqu'à ce que ça craque et que il offre à peu près tout ce qu'il avait sous la main pour les calmer. Il a dit à la première ministre, va te cramer au Parlement et tu leur annonces la bonne nouvelle. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J.
Rachel Bobot, 77 ans. La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine? Comment le rendre utile? Qui pour porter mes valeurs après moi? En faisant un leg au Magen David Adom, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un leg au MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. Intégration, éducation, retraite, équivalence des diplômes, emploi, jeunesse, apprentissage de l'hébreu. Les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Kalita vous reçoivent en rendez-vous individuel pour mieux préparer votre alia. Programme et rendez-vous sur alia-jérusalem.com. ALYAH-jérusalem.com. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. alia-jérusalem.com. À l'occasion des fêtes de Pessah, aidez Amazon à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Haggadah Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Amazon, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur amazon.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. Spiritualité, éthique et culture. C'est le thème de l'édition 2023 du colloque de la pensée juive dans la Cité, lundi 27 mars au Centre européen du judaïsme. Intervenant, Chaim Corsia, grand rabbin de France. Michel Onfray, philosophe, essayiste et polémiste. Le rabbin Michael Azoulay et le rabbin Roche-Kollel Raphaël Sadin. Modérateur du débat, Antoine Mercier. Lundi 27 mars à 20h au Centre européen du judaïsme. Réservation 06 68 48 63 04. Grâce à Or Layel Adim, plus de 300 familles démunies reçoivent, pour passer dignement les fêtes juives, des colis personnalisés réalisés par des bénévoles et des enfants d'école partenaires. Or Layel Adim a besoin de vous pour les aider. Donnez sur allodon.fr/or-la-yeladim. allodon.fr/or-la-yeladim. L'association Or Layeladim, avec le soutien de Home to Home Immobilier, spécialisé dans la gestion Airbnb et la vente de biens à Paris. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est toujours Nicolas Rafal au micro remplaçant de Cyrielle Sarah Cohen pour passer un moment absolument merveilleux en compagnie de la grande Sophie. Tout va bien, oui, chère Sophie? Tout va bien. On a parlé de vous, de vos émois, de votre carrière, de vos 4 disques d'or, de ce nouvel album. Allez, on le représente. Il n'y a pas de raison, on va le représenter. Voici le 33 tours de la vie moderne, qui est donc sorti chez Barclay le 13 janvier 2023. Et pour pas faire de jaloux, voilà le CD, j'allais dire l'EP, mais c'est le CD dont vous avez photographié la pochette à l'aide de... Et l'intérieur aussi, il y a plein de petits cyanotypes. Et l'intérieur, bien sûr, il y a plein... Et parce que ça n'existe plus, voilà, les CD, ça existe moins, mais avant... Moi, on peut même mettre sa photo. Et on peut même glisser sa photo à soi voilà. Dedans. Ah ouais, colle ta photo. Oui. Super. Mais on fait des jolis objets, c'est bien, parce que c'est vrai que de moins en moins de personnes achètent un CD, mais comme ils existent toujours, autant avoir un bel objet. Et ben voilà, donc c'est sorti le 13 janvier 2023 et vous serez donc en concert le 12 avril du côté de La Cigale. On en a parlé tout à l'heure. Alors là, exercice suivant, l'exercice du tac au tac. Là, il faut absolument pas réfléchir. Vous qui avez dit que quand on chantait, il ne fallait pas réfléchir. Vous avez dit ça dans une interview. Et ben vous maintenez, vous faites bien, puisque là c'est l'exercice du tac au tac. Faut pas réfléchir, c'est des questions et il faut donner les réponses tout de suite. Vous êtes prête? Oui. La recette de l'amour pour vous, la grande Sophie. Ah, là. C'est pas facile. C'est dur. C'est pas facile. Mais oui, surtout que normalement je devrais m'y connaître. Moi, ça fait 34 ans. La recette de l'amour. On a parlé de cuisine juste avant, de curita et de. Non, c'est pas la cuisine, la recette de l'amour. C'est. Je sais pas. Eh ben on passe. Non, c'est savoir s'écouter. Savoir s'écouter et écouter l'autre. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Non, parce qu'il y a un invité la semaine dernière, Jean-François Derek, qui a dit que 2 personnes, quand elles étaient ensemble, fallait pas qu'elles se parlent et fallait jamais qu'elles communiquent. Donc il a quand même dit ça, à ce même micro. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment?
Ah, est-ce que j'ai le droit d'avoir un joker là? Vous avez le droit d'avoir tous les jokers que vous J'en prends un sur cette question. un petit joker, c'est bien. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Alors moi, j'adorerais être une oratrice. Ah. Vous savez, faire un grand discours. Éloquence. Ouais, j'aimerais ça parce que comme je vous disais, je suis plutôt traqueuse. Ouais. J'aime bien prendre la parole sur scène, mais quand ça devient votre métier, vous savez, parce qu'il y en a, c'est leur métier, hein, faire des conférences, tout ça. Je trouve que c'est assez particulier. J'aimerais avoir ce talent-là. Ah bah vous l'avez, vous nous le montrez depuis 1 heure maintenant. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Soit humain, soit artistique. Écoutez, moi, je vous disais, la scène pour moi, c'est j'essaie de véhiculer des émotions. Donc quand les gens à la fin du concert, parce que je fais des séances de dédicaces, viennent me dire vous m'avez ému ou c'est ce que je recherche. Donc ça me touche, oui. Ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un. De plus fou. Un ami, un amour. C'est dur ce genre de questions, je suis nulle. Un cégétiste, n'importe qui. Allez-y, au choix. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou? Ça me vient pas là. Donc deuxième joker? Non, j'ai envie de répondre, mais ça me vient pas. Bon allez-y, on a tout. Moi, je slamais avant. Ah, vous slamiez? Mais c'était pour mon plaisir, c'était pas forcément pour quelqu'un, c'était un de mes rêves. Je voulais slammer, donc comme j'étais un peu trouillarde, je slamais pas sur le dos, mais sur le ventre pour voir où j'allais. Et des fois, j'ai fait des longs chemins comme ça lors de festivals où les musiciens faisaient tourner le refrain, et puis après on me voyait plus, savait plus où j'étais. Et puis il m'est arrivé aussi de revenir. Et vous savez, devant il y a des vigies qui gardent la scène. Et puis ils voulaient pas me faire la courte échelle pour remonter, donc je fais encore faire tout le tour. Mais ils sont souvent de dos à la scène en fait. Mais moi je leur tapais sur l'épaule et je leur disais fais-moi la courte échelle et tout ça. Et ils voulaient, et ça m'est arrivé, qu'ils voulaient pas. J'ai dû faire tout le grand tour et donc les musiciens n'en pouvaient plus de m'attendre. Mais on a bien rigolé quand même. Quelle est la plus belle qualité humaine chez quelqu'un? Ça peut être un vigile dans un concert, pourquoi pas? La plus belle qualité humaine, je trouve que c'est bien de savoir écouter les autres. Votre plus grand plaisir dans la vie? C'est vrai que je suis assez gourmande. Miam miam. Ouais. Bon. Ça, et j'aime bien aussi faire un bisou, c'est un plaisir. Ah, très bien. Votre surnom? Le surnom de quand j'étais petite, je vais dire. Parce que mon frère, il m'appelait Eti. Eti? Ouais. E-T-Y? Je sais pas comment ça s'écrit, c'était sa manière de le dire, mais on m'appelle plus comme ça, je dirais pas mon nouveau surnom, mais quand j'étais petite, c'était ça. Quel est votre nouveau surnom? Non, quelle est votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est de suivre mes envies, parce que et ça, la musique le permet, je trouve. J'essaie à chaque fois oui, je suis j'ai du mal à ne pas penser ma vie sur la musique, donc suivre mes envies. Et enfin, la dernière question, le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer. Je crois que je vais rester sur quelque chose. Moi, je suis plutôt positive, même si je suis une angoissée. Donc, j'aimerais prononcer, j'espère que je pourrais prononcer ça, que j'aurai le temps de le dire. C'était bien. Ah, c'était bien. J'espère. Un titre de bouquin de Jean d'Ormesson, c'était bien. Merci d'avoir participé à ce tac au tac, chère grande Sophie. Et on passe tout de suite au coup de cœur du jour, coup de cœur du mercredi. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on écoute le dernier titre de Nicolas, Nikola, Filer le temps, et on s'entretient avec lui juste après. Filer le temps, Nicolas. Je laisse filer le temps, moi. Filer le temps, moi. Laisse filer le temps, moi. Hey! Et je laisse filer le temps. Et je laisse filer le temps. Et je laisse filer le temps. Comme le jour, comme la nuit, l'amour et tout ce qui est aussi beau que provisoire. Comme toujours, comme un coup de foudre, l'enfance a fui comme l'eau entre mes doigts. Et j'ai laissé filer le temps. Et j'ai laissé filer le temps. Et
j'ai laissé filer le temps. Et j'ai laissé filer le temps. Ouais, j'ai laissé filer le temps. Ouais, j'ai laissé filer le temps. Et j'ai laissé filer le temps. Aucun dessin animé, aucun jouet ne m'animait. Tout seul dans mon coin, dans la cour de récré, dans ma tête et dans tout ce que je crée. Enfance un peu gâchée par une tendance à m'isoler. Je m'incrustais le soir à la table d'écran. Je comprenais rien, non, je faisais semblant. Les mêmes programmes télévisés que mes parents. Je les laisse toute la journée dans le salon. J'ai même pas vu le roi lion. J'ai laissé filer le temps, j'ai laissé filer le temps. Laissez filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. Ouais, j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. J'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. 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 Ouais, j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Eh oui, avec le temps va, tout s'en va, c'est terrible. C'était Filer le temps en duo avec Achille. C'est Nicolas qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour, cher Nicolas. Après avoir été Inouï 2021, lauréat du Fer 2022, finaliste de l'émission The Artist de Nagui, puis une belle première tournée de festival et de première partie, eh bien vous avez dévoilé le 3 mars dernier ce second EP 20 hivers et 1 printemps. Alors dans ces textes où vous mettez en lumière et en musique la beauté et la violence du quotidien, vous dites « J'écris bien mieux quand j'ai le cœur brisé », c'est-à-dire, cher Nicolas. J'écris bien mieux quand j'ai le cœur brisé. Je pense que c'était surtout vrai avant cette EP. Ça a changé depuis ? Ouais, avant j'avais l'impression d'avoir besoin de vraiment expier quelque chose de négatif pour écrire et pour sortir quelque chose de moi. Et plus le temps passe, plus j'arrive à trouver de la beauté, de la poésie dans les petites choses et à trouver de l'équilibre là où j'en voyais pas avant en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, la grande Sophie ? Est-ce qu'on écrit bien ou mieux quand on... Le cœur brisé, c'est quand même un peu fort, hein, peut-être. En fait, c'est souvent on parle de ça, c'est que c'est peut-être plus facile d'écrire sur une tristesse que d'écrire dans une joie. Mais d'écrire avec de la tristesse, on veut dur. Se débarrasser, on veut aussi marquer. Ça permet d'être. Écrire un texte, c'est un exutoire aussi, ça permet de se libérer de quelque chose. Et en revanche, c'est vrai que les chansons plus joyeuses, c'est pas si évident que ça à écrire. Donc on a besoin de l'écriture pour c'est une aide en fait. Ils le disent tous que c'est le plus difficile, c'est les chansons joyeuses à faire. Oui. Tous les grands auteurs, tous les grands chanteurs, vous le confirmez aujourd'hui, c'est le plus dur à faire. Oui, parce que quand on est triste, il faut qu'on parle de cette tristesse. Il faut qu'on s'en oui. Alors Nicolas, comment vous travaillez vous vos textes ? C'est quoi alors ? C'est les musiques, les paroles qui apparaissent en première dans votre inspiration ? Comment vous ? Moi, j'essaie d'être dans un héritage de chansons françaises, beaucoup dans le procédé. Où j'ai l'impression que dans la chanson française, il y a un peu un truc de on a d'abord le texte, on a le propos, on a le sens et on va essayer de mettre ce texte, ce poème en musique, là où la musique américaine c'est un peu plus l'inverse, on va poser une top line, on va écrire un texte dessus. C'était pas un hasard si j'ai dit avec le temps va, tout s'en va. Léo Ferré, c'est une influence majeure pour vous ? Bah c'est une influence majeure musicale et de vie aussi. Ouais. Léo Ferré, Jacques Brel également, que vous avez beaucoup écouté. Ouais, Barbara, Piaf.
Ouais. Vous êtes multi-instrumentiste, vous travaillez sur plusieurs instruments. Ouais, je joue pas mal d'instruments, mais je n'en joue aucun très bien. La voix est un instrument. Oui, c'est le plus personnel. C'est le plus personnel. Vous mêlez alors la grande tradition de la chanson française avec, on l'a entendu dans Filer le temps, comment vous qualifieriez ça? C'est du rap, c'est une sorte de slam, c'est... Moi, c'est la chanson française que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, en tout cas que j'ai envie d'entendre être faite, être écrite, être chantée par des gens de ma génération. Avec à la fois un apport à la mélodie, d'où les pianos-voix, et puis aussi des instrumentations plus électroniques, un peu plus rap, c'est ça? C'est cette dichotomie, ce mélange plutôt entre qui fait votre musique? J'ai grandi quand même en phase avec ma génération. Je suis pas revenu des années 60. Ah bon? Mais vous avez l'air extrêmement jeune. Mais j'essaie de... Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 20 hivers et un printemps, ça fait 22 ans, d'accord. Ça fait 21 ans, maintenant j'en ai 22. D'accord. Donc vous êtes né dans une famille monténégrine, exactement. Le Monténégro, dans une culture où les sentiments sont tus. Est-ce que vous dites que la musique a permis, de sauver le fait que ces sentiments sortent un peu? Ouais, je pense que j'aurais éclaté assez vite. C'est vrai? Ouais, si j'avais pas eu un moyen d'expression, même autre que ça. Pourquoi la musique, pourquoi l'écriture, et surtout l'écriture, je sais pas, mais je pense sans ça que j'aurais assez vite éclaté. Ouais, j'ai réussi là-dedans depuis que je sais écrire et depuis que je sais m'exprimer, à sortir toutes les choses de moi que je pouvais pas exprimer en famille ou avec des amis. Vous êtes assis à côté de quelqu'un qui vient d'écrire un livre, un bouquin qui s'intitule Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde, guérissent le monde. Oui, Joseph Agostini. Guérissent le cœur du monde. Le cœur du monde, coécrit avec Daniela Lombroso. Donc ça peut sauver. La musique peut sauver. La musique peut sauver. En tout cas, la musique peut panser les blessures de l'âme. Ouais. Peut-être pas les soigner totalement, mais quand on est soigné totalement, on est très ennuyeux. Il faut toujours garder cette béance au fond. Joseph, je crois pas qu'on soigne vraiment. Définitivement, jamais. On n'est jamais en rémission totale. Ouais. Alors Nicolas, merci d'être venu. Je rappelle quelques dates de tournée importantes. Vous serez le 25 mars à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, le 3 avril à la Boule Noire de Paris. Il paraît que c'est complet depuis 1 mois et demi, donc ça sert à rien d'essayer de réserver. Le 16 mai, le Plan à Ris-Orangis. Le 24 juin, Rencontre et Racines à Audincourt. Le 3 juillet, Festival de Poupées à Saint-Malo-du-Bois, plus Création, la Traversée au Franco de Montréal du 7 au 14 juin. Et à 18h demain, on annoncera la maroquinerie à Paris pour le 20 novembre. Et cette date à l'automne annonce la tournée ensuite dans toute la France et pour l'automne également. À 18h ce soir même. À 18h ce soir. On va écouter cette annonce en direct de la maroquine, qui annoncera ce concert à la maroquinerie à Paris. Merci infiniment Nicolas d'être venu nous faire découvrir Filer le temps. Comme le temps passe vite, on enchaîne sans transition avec le portrait psychologique de notre invitée, la grande Sophie, par Joseph Agostini. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous avez entendu plein de choses. Absolument. J'ai noté ça. Bonjour grande Sophie. Bonjour, je suis prête. Je vous appelle Sophie ou grande Sophie? Oh Sophie. Sophie. Bon. Alors l'optimisme malgré l'angoisse, quelque chose d'un poème de Baudelaire dynamité par les demoiselles de Rochefort. Voilà ce que je dirais à votre sujet. Et j'ai retenu une phrase. Je voulais que ma vie soit une comédie musicale. Oui. Vous nous avez dit ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et voilà ce que j'appellerais une phrase sésame, qui défie toutes les résistances du destin. Quand on veut que la vie ressemble à un film de Jacques Demy, on se dépasse soi-même, on se sculpte avec délectation et exigence pour devenir sa propre œuvre d'art. La vie moderne aurait pu s'appeler « Et tous ces regards qu'on perd ». C'est une autre phrase que vous avez prononcée. Que j'ai dit tous ces regards qu'on perd. Et tous ces regards qu'on perd. Oui. À quel sujet? Au sujet de ces regards qu'on aurait pu se porter si on n'avait pas eu un iPhone avec nous. Ah oui, exactement, oui, ça y est. Oui. Ouais.
quelque chose d'une perte et vous avez exprimé une forme de déception au fond sur cette vie qui nous empêche de nous regarder en face. Parfois, oui. Et puis parfois, au milieu de tout ça, il y a un regard qui émerge et une accroche. Et puis, oui. Il prend d'autant plus d'importance, ce regard. Exactement, oui. Et ça me rappelle la réflexion d'un vieux monsieur un jour, alors que j'étais attablé à la terrasse d'un restaurant et que je pianotais sur mon iPhone. Il m'a regardé et a juste dit « Dans 10 000 ans, on n'aura plus de phalanges ». C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, le corps se transforme. Alors oui, on n'a pas parlé des phalanges, on a parlé du cou qui devient un petit peu comme une fleur fanée. Mais il y a aussi les phalanges, les pouces qui vont avoir de l'arthrose. Ben oui, tout à fait. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Alors comme Claude Lemel, vous nous avez dit que l'inspiration n'existait pas et il n'y a que le travail qui tiendrait, un travail qui consisterait à guetter, à être sans cesse à l'affût de la vie dans ce qu'elle a d'ordinaire et d'imprévisible à la fois. Vous êtes d'accord avec ce portrait, cette image de la guetteuse là qui vient glaner l'instant ? Bon, oui, j'ai remarqué que effectivement, plus on s'attachait à quelque chose, plus on recommençait, plus on essayait. Moi, au départ, je pensais pas pouvoir être auteur de mes textes, et puis finalement, en m'y mettant, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me correspondait plus que des textes que j'avais chantés auparavant. Donc, c'est important d'être à l'aise dans ses baskets. Oui, et en recoupant comme ça, en ayant des morceaux de vie que vous transformez, que vous mettez en musique au fur et à mesure. C'est quoi la question ? Je vous pose la question, donc ce sont recouper les morceaux. Vous recoupez des morceaux d'instants comme ça. Oui. Alors ça peut être de l'observation, comme vous dites. Ça peut être des histoires qui me concernent. Beaucoup d'ailleurs aussi, en fonction de soi. Parce qu'on parle quand même mieux de ce qu'on vit à l'intérieur de son corps. J'aime bien observer aussi même l'évolution du corps. Alors justement, moi j'ai une théorie sur ce que vous nous avez dit. Vous êtes certes addict à votre iPhone, c'est ce que vous nous avez révélé, c'est vrai. Mais vous avez aussi fait de votre addiction une œuvre d'art. Et elle est là, la réussite absolue du névrosé, selon Sigmund Freud. Plutôt que de jouer à Candy Crush Saga, vous vous prenez en selfie, vous le recalibrez à la sauce 19e siècle, du temps où Madame Bovary faisait son show, et cela donne une addiction réussie, parce que finalement, le selfie devient la couverture de votre album. Ça, je trouve ça quand même extrêmement évocateur, en matière d'addiction réussie. Je me suis vraiment amusée. Oui, parce que bon, voilà quoi. C'est-à-dire que c'est pas une dépendance à l'iPhone stérile, une espèce de perte de temps totale et frustrante. Au fond, là aussi, c'est sous le signe de l'art et de la création. C'est vrai que j'essaie de l'utiliser plutôt comme ça. Oui, c'est encore une fois pour le plaisir. Alors, entre John Baez et Anne Sylvestre, vous êtes d'abord grande Sophie, amoureuse des mots, les petits, les grands, les échevelés, les modestes, les idéalistes, les Cassandres. Et quand on parcourt votre répertoire, c'est un paysage oxymorique, un paysage de visage, nuit, soleil, voilà ce que je dirais. Vous êtes attiré par la pureté chez les êtres, par le fait que nous allons simplement tous au même endroit, nous sommes tous et toutes pétris d'une humanité commune, et c'est cela peut-être qui fait la magie de votre écriture. J'espère en tout cas que ce que vous dites justement c'est ce que j'appelle l'émotion. Merci. Merci Joseph Agostini, mais merci la grande Sophie d'être venue se balader avec nous tout au long de cet après-midi. Auteure, compositrice, interprète de ce bon moment que vous nous avez fait vivre. On se quitte effectivement avec en fond sonore, en extrait juste derrière nous, La Vie Nouvelle, le titre éponyme. La Vie Moderne, pardon. Titre éponyme de ce 9e album. Vous serez en concert le 12 avril du côté de La Cigale. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui, merci beaucoup. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, ce soir à 21h, ça reste entre nous avec l'éditorialiste politique Antonin André. Merci à la réalisation, c'était Benjamin Arnaud. À nouveau aujourd'hui, on retrouve Cyrielle Sarah Cohen. Demain, on se quitte avec La Vie Moderne. Au revoir la grande Sophie. Au revoir.